Ok, je pense que nous allons démarrer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation qui va concerner le protocole Ethercat sur la gamme Unistream. Je me présente, Flavien Barbet, présent au service technique depuis plus de 11 ans maintenant. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir de faire cette présentation. Donc, pour rappel, vous avez sur votre droite la petite section dédiée à vos questions. Donc, vous pouvez les poser tout au long de cette présentation et j'y reviendrai très certainement en fin de présentation pour y répondre. Vous avez aussi à votre disposition deux écrans, donc à la fois la webcam qui va nous servir pour que je puisse vous montrer le matériel en fonctionnement et vous avez aussi la reproduction de mon écran. Et vous avez la possibilité d'adapter ces deux écrans avec la barre horizontale grise qui est au milieu. Alors nous allons commencer par un petit tour d'horizon sur ce qu'apporte la dernière version d'Unilogic, sortie il y a quelques jours. Donc avant cette version, vous aviez la possibilité de faire cette architecture, donc vous aviez la possibilité d'avoir des modules d'entrée-sortie déportés en Ethernet via Modbus IP, également des modules d'entrée-sortie en local. En RS485, vous pouviez communiquer avec nos variateurs de fréquence et en CANopen, vous attaquiez nos servomoteurs. Donc depuis la nouvelle version d'Unilogic sortie il y a quelques jours, vous avez aussi maintenant la possibilité de faire du protocole Ethercat. Donc ça va vous servir dans un premier temps à communiquer avec nos servomoteurs, avec la référence qui est compatible avec l'Ethercat, et vous avez aussi des modules d'entrée-sortie déportés dédiés à l'Ethercat. Alors, en parlant un petit peu du protocole Ethercat, qu'est-ce que cela amène de nouveau? Eh bien, dans un premier temps, ce protocole rend caduque la notion d'identification. En effet, l'adressage est automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de notion d'adresse IP, identifiant. Là, ici, tout se fait simplement de manière automatique, simplement en déclarant vos esclaves dans la bonne position. On y reviendra un petit peu plus tard. Également, la qualité principale de l'Ethercat, ça va être sa rapidité et sa fiabilité dans la communication, et c'est cela qui va nous permettre d'intégrer pour plus tard, avec nos servomoteurs, la notion de synchronisation d'axe, la notion de boîte à cam et également d'interpolation. En ce qui concerne la topologie à adopter pour l'Ethercat, il va s'agir d'une topologie en ligne, c'est-à-dire que vous partez de l'automate et notamment de la carte Ethercat. Vous arrivez sur le premier esclave et depuis ce premier esclave, vous allez attaquer le second, etc., etc. Donc il s'agit d'une topologie en ligne. Et ensuite, là vous avez un aperçu sur ma présentation de l'ordre à déclarer. Donc là par exemple, pour cette présentation, je dispose d'un module URB Ethercat en première position, suivi d'un servomoteur. Et donc le schéma actuellement ressemble à ceci. Donc on part de la carte Ethercat qui se trouve sur la gauche, on arrive sur le premier port du module URB, on ressort juste en dessous pour arriver au premier port du servomoteur. À noter qu'il est très important de brancher cela de cette manière parce que le port du haut sur nos modules URB et nos servomoteurs sont les ports entrants et le port du bas est le port sortant. Alors, en ce qui concerne les compatibilités, dans un premier temps, nous avons sorti la carte Ethercat compatible avec les automates USC uniquement, donc USC B5 et B10, les automates avec écran virtuel. Par la suite, il sera aussi compatible avec nos Unistream modulaires, c'est-à-dire dont la référence commence par USP. Au niveau des capacités, on peut avoir jusqu'à 8 servomoteurs au total pour un programme Unistream. Alors, CANopen et Ethercat confondus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir pour un programme 8 servomoteurs en CANopen, 8 servomoteurs en Ethercat, ou par exemple 4 et 4, mais vous ne pouvez pas avoir par exemple 8 servomoteurs en CANopen et 8 servomoteurs en Ethercat. Il y en aura, quoi qu'il arrive, 8 au maximum. Et d'ailleurs, cette limite est pareille pour les URB. Vous n'aurez que 8 URB au total dans votre configuration pour de la programmation simplifiée en mode bus IP ou Ethercat confondu. À propos des modules URB et Ethercat qui sont sortis, ce
ceux-ci offrent un nombre de modules d'entrée-sortie maximum différent des modules en mode bus IP déjà existants. Donc pour rappel, rapidement, vous avez l'URB TCP et le TCP2. Donc le TCP, vous allez jusqu'à 63 modules d'entrée-sortie et le TCP2, lui, il va que jusqu'à 6, alors que l'URB Ether4, lui, il va jusqu'à 16. Enfin, vous pouvez avoir jusqu'à 32 esclaves en Ether4 au total. Donc on peut très bien imaginer une configuration avec 8 axes Ether4, 8 modules URB Ether4, et après, pourquoi pas, 16 esclaves de matériel tiers. Et à propos de ce matériel tiers, il faut savoir que l'exploitation est simplifiée puisqu'on a simplement à importer un fichier XML dans le logiciel Unilogic pour pouvoir exploiter ce matériel. En ce qui concerne l'offre produit, là on va lister en fait les différentes références qui vont vous intéresser. Premièrement, chose essentielle bien entendu, la carte Ether4, donc la référence est UAC-01EC2. Et ensuite, vous avez tout le matériel compatible avec. Donc dans un premier temps, nos servomoteurs, donc mono ou tri, qui vont de 50 watts jusqu'à 5 kW, et dont la référence se terminera par E quelque chose, E3. Donc E3, E pour Ether4. Pour les modules d'entrée-sortie déportés, ce sera l'URB EC1, là aussi pour l'Ether4. Et en ce qui concerne les câbles RJ45, donc les câbles Ethernet, qui devront relier la carte Ether4 aux esclaves, et même les esclaves entre eux, eh bien, il faudra minimum du câble Ethernet catégorie 5E au minimum, donc, mais vous pouvez aussi utiliser du câble catégorie 6 ou 7 si vous le souhaitez. Donc à présent, on va passer à la partie manipulation et programmation. Donc je vais vous montrer en détail tout ça directement sur le logiciel Unilogic. Donc je vais dès à présent basculer sur la visualisation du matériel. Alors, hop. Donc, je change les paramètres de la webcam. Voilà, donc à présent, vous avez la visualisation de mon matériel que je vais vous présenter maintenant. Vous pouvez, si jamais vous ne le voyez pas trop, n'hésitez pas à redimensionner votre écran avec la barre horizontale grise. Donc dans un premier temps, on a l'automate USC qui se trouve ici avec sa carte Ether4 qui est là. On part avec le cordon RJ45 qui est en dessous pour arriver directement sur le premier port du haut de l'URB Ether4, comme ceci. Et ensuite, on en ressort par le câble noir qui va directement sur le port d'entrant du servomoteur. Servomoteur dont le moteur se trouve ici. Donc, nous allons pouvoir lancer le logiciel Unilogic afin de déclarer tout cela. Donc là, je vais basculer sur Unilogic. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un nouveau projet. Donc, webinaire Ether4. Première chose, déclaration de mon automate. Donc, il s'agit d'un USC, donc je vais dans PLC. Et moi, je dispose d'un B10 TR22. Alors, pour les besoins de cette présentation, je vais avoir besoin du VNC. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher cette case ici. Ensuite, première chose, déclarer ma carte de communication. Donc, dans module d'entrée-sortie, je vais retrouver tout en bas UAC-01EC2. Et comme vous pouvez le constater, quand je clique dessus, il n'y a strictement rien à faire dans les propriétés parce que ça se fait automatiquement. Une fois que cette carte est déclarée, je vais pouvoir me rendre dans URB Remote.io et là, dans la boîte à outils, vous pouvez constater qu'il y a la nouvelle référence URB EC1. Donc je double-clique. Ici, vous pouvez voir que au niveau des propriétés de cette carte, il n'y a aucune notion d'identification puisque ça se fait automatiquement. La seule chose que vous pouvez changer, c'est le timeout. Donc ensuite, moi, pour ma présentation, je dispose d'une carte 8 entrées et 8 sorties.
Ensuite, je dispose également d'un servomoteur, donc je vais me rendre dans Motion Drive, Servo. Et ici, vous pouvez constater la nouvelle référence UMD-E3 pour l'Ether 4. Donc je dispose d'un moteur de la famille B4 et il s'agit d'un 02BN B4. Voilà. Donc là, mon servomoteur et mon moteur sont déclarés. Maintenant, je vais déclarer un axe. Donc pour cela, je vais dans Motion Axe. Donc ici, quand vous rajoutez un axe, vous avez cette fameuse fenêtre qui vous permet d'importer toute une suite d'écrans et de code ladder pour pouvoir bénéficier de notre outil de diagnostic, mais ce n'est pas intéressant pour les besoins de cette présentation. Là, la seule chose que je vais faire, c'est simplement relier mon servomoteur à mon axe. Mon moteur est à nu, je n'ai même pas besoin d'aller déclarer quoi que ce soit dans mon axe. Donc ensuite, pour les besoins de cette présentation, je vais avoir besoin d'activer la fonctionnalité VNC. Donc pour cela, je vais dans Gestion des mots de passe et ici en bas, dans VNC, j'active le VNC comme ceci. Bien, à présent, nous allons attaquer la partie IHM. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper de l'activation d'une sortie de mon module URB. Alors, toutes les variables d'entrée-sortie qui vont m'intéresser sont dans l'onglet ES. Donc là, vous allez pouvoir retrouver donc pour l'URB la liste des entrées ici, la liste des sorties là, et pour mon variateur, ça se trouve ici. Notez également des structures dédiées à la communication Ether4, donc celle-ci et celle-là, qui vont vous permettre notamment de retrouver les variables nécessaires pour diagnostiquer des pannes de communication. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'introduction de ce module URB Ether4, au niveau des sorties, il y a une petite nouveauté. Au niveau de la gestion, vous avez ce bit-là qui est une nouveauté et qui va nous permettre d'activer, d'autoriser l'activation plutôt de toutes les sorties. Donc en fait, vous avez le contrôle pour la désactivation de toutes les sorties grâce à ce bit-là. Donc il va falloir que je le gère pour les besoins de ma présentation. Je vais donc tout de suite afficher à l'écran un petit interrupteur sous la forme d'une image binaire que je vais lier directement à ma variable output enable output. Donc ça c'est pour l'autorisation d'activation de ma sortie. Là, je viens ajouter une action télérupteur pour que quand je clique dessus, ça puisse activer mes sorties. Je vais chercher une jolie image d'interrupteur dans ma bibliothèque Unipic, donc dans Switch. Vous allez retrouver ces belles images-là, donc un interrupteur désactivé et un interrupteur activé. Voilà. Je vais labelliser cet élément-là avec un petit texte simple. Donc là, ça va être autorisation pour mes sorties. Et ce que je vais faire, c'est un simple copier-coller. Je déplace sur le côté. Et là, par contre, je vais véritablement activer ma toute première sortie de ma carte, comme ceci. Et on n'oublie pas l'action, comme cela. Donc pour les besoins de la présentation, j'ai fait aussi le câblage de cette première sortie à ma première entrée. Et vous allez pouvoir constater à l'activation de la sortie les fameuses LED, les témoins lumineux, qui permettront de vous rendre compte que la sortie est bien activée. Alors je me suis occupé de l'URB, maintenant je vais m'occuper de la partie cerveau. Donc pour le besoin de la partie cerveau, je vais avoir besoin de faire du ladder, mais pas grand chose au final, puisqu'on va travailler en simple vitesse. Je vais me rendre au niveau des blocs fonctions motion control, et je vais avoir besoin en priorité de MC Power, et juste en dessous, on va travailler en vitesse, je vais prendre un MC Move Velocity. Donc première étape, mettre une variable en tête des blocs de fonction, donc ici MC Power, même si je ne l'utiliserai pas, pareil ici, MC Velocity. Enfin, pour le MC Power, en paramètre A, je vais avoir à affecter mon axe, précédemment créé.
En paramètre B, je vais créer un bouton, un petit sélecteur à l'écran que je vais nommer BP Marche. Et pour mon mouvement, là, j'ai encore de nouveau besoin d'affecter mon axe. Et en paramètre B, là, je vais avoir besoin d'une variable qui me fasse des fronts montants. Donc là, je vais avoir bêtement l'utilisation du frequency 100 millisecondes. Comme ça, ce sera activé tout le temps. Et enfin, ici, je vais pouvoir agir sur ma consigne de vitesse via une variable que j'appelle simplement consigne vitesse. Donc au niveau du ladder, on en a terminé. Je reviens sur la partie IHM. Donc je reprends un simple copier-coller de cet élément-là que je mets ici. Donc ça va devenir ma marche cerveau. Je viens au niveau de mon bouton réaffecter ma variable BP marche, comme ceci. Et enfin, pour agir sur ma consigne de vitesse, je vais intégrer un curseur tactile, comme ceci. Donc je vais le lier à ma consigne de vitesse, et en mise à jour de valeur, elle sera en continu. Voilà, à présent, tout est prêt. Je vais donc transférer mon programme dans l'automate, et vous montrer que ça fonctionne. Donc je suis en Ethernet, et je vais pouvoir transférer le programme comme ceci. Alors, en attendant, je vais voir si jamais potentiellement j'ai le temps de répondre à une ou deux questions le temps que le transfert se fasse, si jamais il y en a. Donc, hop, je transfère. Alors, est-ce que les cartes des URB, donc les cartes d'entrée-sortie, les cartes d'entrée-sortie sont compatibles avec des URB Modbus IP sont compatibles avec les cartes des URB Ethercat. Alors oui, tout à fait, il n'y a pas de référence de carte du URB spécifique à un module d'entête Modbus IP ou à un module d'entête Ethercat. En fait, les deux sont tout à fait compatibles. Pas de souci là-dessus. Il n'y a que les références des entêtes qui changent. Mais après, les cartes sont compatibles pour tout type d'entête. Au niveau du transfert, on est sur la fin. Alors, je vais vous inviter à regarder le haut des cartes d'entrée-sortie et aussi faire attention à l'axe du moteur, puisque c'est ça qui va vous permettre de voir que ça fonctionne bien. Alors, le nombre de modules Ethercat max, le nombre de modules URB, que ce soit confondu Ethercat ou Modbus IP, ce sera quoi qu'il arrive 8 maximum. Mais si jamais vous en avez aussi en Modbus IP, à ce moment-là, il faut bien comprendre qu'au maximum du maximum, vous n'en aurez que 8. Ethercat et Modbus IP confondus. Bon, maintenant, le programme s'est transféré. Je vais pouvoir lancer ma visualisation en VNC, comme ceci. Donc là, on va retrouver nos interrupteurs et notre consigne de vitesse. Donc là, je vais dans un premier temps activer ma variable pour autoriser l'activation de mes sorties. Et ensuite, alors j'ai oublié de changer le texte, mais là c'est l'activation de la sortie 0. J'active ma sortie 0, et là vous pouvez voir sur la carte URB que ça fonctionne bien. Donc là vous avez à la fois le témoin lumineux de la sortie de la carte de sortie, puisque je viens de la commander, et comme cette sortie-là est raccordée à la première entrée de mon module d'entrée, eh bien vous avez aussi le témoin lumineux de la carte d'entrée. Ensuite, je vais donc lancer mon moteur. Donc pour cela, j'active la marche et je vais le faire bouger doucement pour que vous puissiez constater que l'axe tourne bien. Donc voilà,
Là, ici, on en a terminé pour l'exploitation du matériel Unitronics, donc que ce soit les modules d'entrée-sortie, des portées, ainsi que les servomoteurs. Je vais vous parler brièvement maintenant de l'importation de fichiers de configuration pour du matériel Ether 4 autre. Alors, comment ça se passe? On va retrouver dans la partie communication automate, dans protocole, la nouvelle ligne Ether 4, où vous allez pouvoir retrouver notamment la configuration telle qu'elle est faite sur mon bureau. Et vous allez retrouver sur la droite dans la boîte à outils ici la liste de votre matériel que vous aurez importé. Pour importer du matériel, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le dossier qui est là et d'y déposer dans la fenêtre qui apparaît le fichier XML du constructeur de matériel communiquant en Ether 4 qui vous intéresse. Donc là, j'ai importé du matériel FANUC et ici, j'ai la possibilité de travailler avec ce matériel-là. Pour pouvoir l'intégrer, il suffit soit de double-cliquer, soit de faire un glisser-déposer. Et vous avez également la possibilité de changer l'ordre de la position de votre matériel, qui est très importante, je le rappelle, simplement en cliquant maintenant, puis en glissant comme ceci. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation de ce matériel-là, dès que vous allez l'intégrer à votre projet, vous aurez ici, par exemple, la liste de toutes les variables présentes dans votre fichier de configuration. Donc là, ici, il va falloir se référer au matériel pour savoir comment ça marche. Mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre aussi également, c'est que vous avez la possibilité dans le ladder d'accéder à certains blocs de fonctions dédiés à l'Ether 4, ici. Notamment, vous avez Reset qui vous permet de redémarrer la carte Ether 4 afin de refaire le diagnostic et l'identification automatique du matériel Ether 4. Vous avez Recover Network qui permet de redémarrer la partie communication du matériel Ether 4. Et si vous voulez travailler en SDO avec du matériel tiers, vous pouvez par le biais de ces blocs de communication. Voilà, à présent, j'ai terminé ma présentation, j'ai terminé de dire tout ce que j'avais à dire. Je vais donc passer aux différentes questions, si jamais il y en a. Alors, tac, tac. Alors, quelle est la distance maximum entre les modules, que ce soit automates ou les différents esclaves? Et bien, comme on est sur du câble Ethernet, la distance maximum entre deux esclaves sera limitée au câble Ethernet, à savoir 100 mètres. C'est donc 100 mètres entre deux esclaves Ether 4 ou entre la carte Ether 4 et un esclave. Alors, 32 nœuds maxi, c'est effectivement 32 appareils autres, effectivement. Si jamais vous voulez faire 32 fois le petit appareil FANUC, comme vous avez pu le voir, vous pouvez le faire, effectivement. Ce sera 32 esclaves au maximum en Ether 4. Donc je le rappelle, oui, effectivement, si jamais vous avez, pour une raison X ou Y, vous êtes trompé dans l'ordre ici, ça se réajuste simplement en cliquant, en maintenant, et puis en déplaçant les esclaves dans le bon ordre. Et à ce moment-là, ça s'arrangera. Donc ici, vous n'avez pas besoin de rechanger physiquement l'implantation de votre matériel. Vous pouvez réarranger n'importe quand cette position-là dans la partie Ether 4 IO. Alors, peut-on mettre plusieurs cartes Ether 4 sur un automate? Alors non, là ici, il n'y aura qu'une seule carte pour l'instant. Une seule carte de prévu pour l'instant. D'ailleurs, à propos de cette carte, je ne sais pas si vous avez fait attention, normalement sur les USC, les cartes de communication vont sur la gauche. Celle-ci, c'est l'exception, elle va sur la droite.
Alors tout à fait. L'ordre logiciel doit être égal à l'ordre physique. Là ici, comme vous pouvez le voir, de mon côté, je pars de mon USB et notamment de ma carte Ethercat pour aller sur l'URB et je finis sur le cerveau. Et ça doit être ce qui est déclaré dans cette fenêtre-là, impérativement. Alors oui, tout à fait. On peut rajouter après la carte Ethercat des extensions Unistream, donc soit directement, soit par le biais d'un des ports, hein. Cela ne condamne pas l'automate USB à n'avoir qu'une seule carte Ethercat, bien entendu. Alors oui, tout à fait, hein. Pour du matériel tiers, la seule chose que vous avez à faire, c'est l'importation du fichier XML qui contient en fait toutes les adresses à récupérer en Ethercat. Et l'adressage, par contre, se fait uniquement par la position, donc n'a pas grand-chose à voir avec l'importation du fichier XML. Alors oui, tout à fait, il n'y a qu'un seul port Ethercat sur la carte, tout à fait. Alors, les références des servo drive en CanOpen sont différents de ceux de l'Ethercat. Donc en fait, ils ne sont pas compatibles. C'est vraiment une référence différente qu'il vous faut à ce moment-là. Donc la version logicielle minimale requise, eh ben, c'est la toute dernière version, donc la version d'Unilogic 1.31.106 que vous pouvez trouver sur notre site www.pl-systems.fr. On va encore attendre une petite minute si jamais il y a d'autres questions, mais je pense qu'on est sur la fin. Alors oui, effectivement, hein, en bus CETA4, on est sur une topologie ligne, ça veut dire qu'ils sont tous chaînés. Et donc, ben, tous les esclaves ont deux ports, et ils avaient un port entrant et un port sortant. Cela pour le bien, au final, de la bonne autodétection des esclaves Ethercat. Par ailleurs, contrairement au servomoteur en CAN, par exemple, vous n'avez pas de résistance de terminaison. Ça se fait automatiquement par le fait qu'on détecte que ben, sur le port sortant, il n'y a rien. Et c'est ça qui garantit le fait qu'on a une détection automatique et un adressage automatique des esclaves en Ethercat. Très bien, bah écoutez, je pense que nous allons en finir pour cette présentation. Alors si jamais j'ai oublié des questions, rassurez-vous, nous y répondrons dans un deuxième temps, nous avons toutes notées. On va faire un rapport là-dessus. Et ben du coup, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre écoute, pour vos questions également. Et puis ben je vous donne rendez-vous peut-être pour un prochain webinaire. Merci à tous, à bientôt, au revoir.